peut-elle structurer son économie en s'appuyant sur le système financier international tel qu'il a été conçu à Bretton Woods en 1944 et aussi tel qu'il a été modifié spontanément en 1971 par le président Nixon. Il est pour rappeler que le système, à l'époque, s'il a très bien fonctionné jusqu'en 1971, avec un dollar qui était rattaché à l'or, avec une once d'or, d'ailleurs, qui valait 35 dollars américains. Par la suite, il y a eu des complications avec le fait d'être coupé donc à cette once d'or-là. On s'est retrouvé avec un système purement spéculatif où les monnaies sont créées à peu près sur la base de rien. Et d'ailleurs, cela a créé une hyperinflation au niveau mondial avec des crises financières qui sont intervenues. Et l'Afrique en est pleinement victime, beaucoup plus d'ailleurs que les autres continents du monde entier. Vous allez le comprendre dans le cadre de cette édition et nous tenterons avec notre invité de comprendre quelle peut être l'alternative pour que l'Afrique puisse échapper à ce destin tragique qui lui semble réservé dans le système financier international actuel. Et pour cela, nous avons un invité exceptionnel sur ce plateau, Abdou Cissé, qui est le PDG du groupe Cis Consulting Solviceo, qui est un groupe qui est très actif sur le continent africain en termes de solutions, notamment dans le secteur, dans le domaine de l'actuariat. Et vous êtes sur ce plateau à Douala, au Crystal Palace Hotel avec nous. Je vous dis merci de nous retrouver. À moi de vous remercier pour cette invitation. Alors, quand on parle du groupe Cisco Consulting et Solviceo, on parle bien sûr de deux entités. Une qui est très active sur le continent africain, il s'agit de Cis Consulting. C'est exactement ça. Qui accompagne beaucoup d'entreprises africaines. C'est ça. En fait, Cisco Consulting est né en 2008 d'une prise de conscience que j'ai eue à la Fédération des assureurs de droit national africain qui m'avait invité à Yamoussoukro. Et après cette invitation, j'ai eu beaucoup de sollicitations et j'ai eu envie vraiment de revenir complètement en Afrique pour ne travailler qu'en Afrique. Et donc j'ai créé Cisco Consulting. Seulement nos activités en France n'étant pas négligeables, nous avons créé aussi Solviceo avec mon collaborateur M. Claude Barros, que je remercie beaucoup. Et Solviceo travaille à 100% en Occident et Cisco Consulting travaille en Afrique dans l'accompagnement à la fois des banques, des assurances et des grandes sociétés industrielles. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je me retrouve à Douala parce que Cisco Consulting est l'actuel conseil de la CNPS du Cameroun. Et chaque année, Cisco Consulting se doit de faire ce qu'on appelle la revue actuarielle de l'ensemble des portefeuilles d'assurance détenus par la CNPS. Ces portefeuilles d'assurance d'indemnité de fin de carrière, ces portefeuilles d'assurance retraite, ces portefeuilles d'assurance de dommages, d'assurance de responsabilité, etc. Tous les portefeuilles sont revus. De la même sorte que la CNP est notre client, fait partie de nos grands clients, la compagnie sucrière du Sénégal en est un, Dangote, toute l'Afrique subsaharienne est client en tant qu'acteur conseil. Donc les grandes entreprises aujourd'hui ont pris conscience qu'il faut avoir un cabinet d'actuariat pour se faire accompagner, surtout dans des domaines qui touchent l'assurance et la finance. Nous avons aussi beaucoup de banques dans notre portefeuille et beaucoup de compagnies d'assurance qui, eux, ont trait à l'actuariat du fait qu'ils ont un devoir de disposer d'un département technique. Donc voilà globalement ce que nous faisons sur le continent. Et cette année, nous avons été très loin parce que nous avons réalisé notre meilleur chiffre d'affaires en ayant eu la chance d'accompagner, par exemple, la FANAF, la Fédération des assureurs de droit national africain, sur une année, sur un projet d'une année, en accompagnant le programme des Nations Unies à Madagascar pour la mise en place de micro-assurances au niveau des petites et moyennes entreprises. Et tant d'autres projets aussi que je ne peux pas élucider comme ça, mais nous sommes heureux et nous comprenons que nous sommes en train de bâtir un géant quand même dans le conseil au niveau de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir apporté ces éléments de précision quant à votre déploiement sur le continent africain et également au-delà. Cela nous permettra de mieux cerner justement vos différentes approches, vous qui venez aujourd'hui avec des solutions financières innovantes qui pourraient permettre à l'Afrique de pouvoir mieux s'émanciper dans ce domaine qui malheureusement, je l'ai dit à l'introduction de cette émission, semble n'avoir pas été programmé pour elle. Merci d'être là. Je venais de le dire dans l'introduction de cette émission, quand on regarde déjà la genèse du système financier mondial actuel, on n'a pas l'impression que cela a été conçu quelque part avec une préoccupation africaine. On voit déjà premièrement un leadership entre la Grande-Bretagne qui hier
tenait viscéralement le système financier mondial à travers la livre sterling d'un côté et les Américains qui venaient de s'affirmer, de se faire reconnaître comme la première puissance économique mondiale qui tenait absolument à reprendre le flambeau. Là, on est en 1944 et finalement ce sera fait. Désormais, ce ne sera plus la livre sterling, la monnaie de référence. On va passer au dollar comme étant monnaie de référence, voilà, couplée sur les talons or d'ailleurs, comme l'était aussi la livre sterling à l'époque. Et puis après, pour des intérêts purement américains, notamment dû au développement de l'économie américaine, on se retrouve un matin avec un dollar qui est couplé sur, enfin, qui est arrivé à rien du tout, décidé unilatéralement par le président américain de l'époque. Et donc, du coup, à partir de là, on se demande, est-ce que quelque part, on avait pensé un jour à ce que l'Afrique devait se développer? Ouais. Mais excellente question, et je pense que vous venez de faire une forme de tour d'horizon de l'histoire financière mondiale. Je pense que nous, en Afrique, on est beaucoup concentré sur nos problèmes de développement, mais on ne regarde pas ce qui manque exactement pour qu'on se développe. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est un référentiel monétaire mondial. Et d'après tout ce que vous venez de dire, avant, au temps où la livre sterling était presque la monnaie mondiale, il n'y avait pas de problème dans le monde parce qu'à Londres, il y avait des chambres de compensation. Et donc, il y avait un référentiel monétaire mondial. Lorsque ce référentiel livre sterling a été laissé de côté par domination suite aux 2 guerres mondiales des Américains, le dollar est arrivé. Mais lorsque le dollar est arrivé, le fait de l'avoir mis directement en arrimage avec l'or, de 1944-1945 jusqu'en 1971, il faut remarquer qu'il n'y a eu aucune crise financière internationale. C'est fondamental. Aucune crise financière fondamentale internationale. Pourquoi? La raison était simple. Parce que les États-Unis avaient réussi à discipliner tous les pays du fait que le référentiel monétaire mondial était axé sur l'or. Vous avez le dollar qui est la monnaie mondiale, vous avez des dollars, vous venez aux États-Unis avec vos dollars, vous les remettez aux États-Unis, les États-Unis vous donnent de l'or. Vous récupérez votre or en tant que pays, vous le déposez dans votre banque centrale et vous avez la capacité de faire de la création monétaire chez vous à hauteur de la richesse en or dont vous disposez. Donc c'est comme ça que nous devrions comprendre l'esprit de l'or dans le système monétaire international. C'est-à-dire que c'était l'or qui était la référence par rapport à la création de richesses. Alors, donc de 1945 jusqu'en 1971, pas de crise. Parce que derrière cette façon de discipliner tous les pays, les États-Unis s'étaient aussi autodisciplinés. Parce qu'ils devaient tout le temps disposer d'assez d'or pour pouvoir répondre au fait que les autres pays qui étaient en développement, qui se sont très bien développés comme l'Allemagne, etc., se devaient d'apporter leur dollar en conversion. On arrive en 1971, on ne va pas évoquer les raisons, mais globalement, les États-Unis n'avaient pas assez d'or. La guerre du Vietnam était là, les problèmes du développement de l'Europe aussi, qui a fait beaucoup de sollicitations pour récupérer de l'or à la place du dollar. Les États-Unis n'avaient pas assez d'or et avaient aussi des problèmes d'inflation chez eux. Nixon est sorti le 15 août, un jour férié, et a coupé le lien entre le dollar et l'or. Ce jour-là, c'est le jour déterminant où le monde entier a basculé. Beaucoup d'experts sont arrivés récemment à la conclusion que 2 tiers pratiquement des valeurs qui circulent sur le marché financier international ne sont rattachées à rien de concret, de physique, de réel, en termes de richesse. Là, vous revenez au mot essentiel que j'ai sorti tout à l'heure, un référentiel monétaire international. Quand vous êtes à Douala et que vous échangez entre Camerounais, vous avez un référentiel. C'est la monnaie de l'Afrique centrale. C'est votre référence. Tout le monde se réfère à la monnaie. Tout le monde sait ce que c'est que 10 000 francs, etc. Mais quand le Cameroun doit commercer avec Cuba ou avec les États-Unis, il n'y a pas de référentiel. Tout le monde passe par le dollar. Il n'y a pas de référence. Une monnaie ne peut pas être une référence. Une monnaie, la monnaie d'un pays, ne peut pas être la richesse du monde, ne peut pas représenter la richesse du monde. Et c'est cette erreur qu'on a fait à partir de 1971. Et comme vous le dites, on a eu l'échange flottant, toutes les monnaies flottaient, d'accord? Et la quantité de dollars qui a commencé à circuler n'avait plus de représentation de la richesse des États-Unis. Parce qu'il faut savoir que la masse monétaire qui circule dans un environnement
doit représenter la richesse de cet environnement. Mais la quantité de dollars que vous voyez dans le monde n'a pas de lien avec la richesse des États-Unis. Maintenant, on finit par comparer cette quantité avec la richesse du monde. Et cette perturbation-là a été amenée en avant par l'essor, le développement des marchés financiers. Et c'est ça. En fait, avant, nous avions dans l'action mondiale l'économie, la finance. Et à partir de 1971, on a vu se développer les marchés financiers. Donc d'autres acteurs qui viennent et qui participent au marché. Et ce sont ces acteurs-là qui ont eu des actions que les économistes et les financiers n'ont pas maîtrisées. Du fait que le développement des marchés financiers a fait naître ce qu'on appelle des produits dérivés. Et donc, dans un marché financier, quand vous prenez les produits dérivés aujourd'hui, vous prenez le marché américain, le marché européen, la quantité de produits dérivés et la masse monétaire qui est générée au niveau de ces produits dérivés dépasse 3 fois la masse monétaire réelle qui circule. Je ne sais pas si vous voyez à quel point, donc, nous sommes dans un environnement où la finance a changé de visage. Alors, la conséquence pour les Africains qui nous suivent, c'est que l'Afrique va être une grande victime. Aujourd'hui, on paie sur le continent africain en termes de taux d'intérêt versés justement sur des prêts spéculatifs, sur des dollars, sur des monnaies étrangères qui ont été créées sur la base de rien du tout. L'Afrique paie à peu près 5 milliards de dollars chaque mois pratiquement pour payer donc des intérêts sur ces devises qui sont fabriquées, on venait de le dire, ex nihilo. Et donc cela a la conséquence, on peut le dire, d'assujettir le continent finalement à ces marchés mondiaux des capitaux. Et donc l'Afrique se retrouvait dans une forme de servitude volontaire de ces marchés. Mais vous avez tellement raison et ce serait bien aussi de revenir un peu en arrière parce que quand vous prenez l'Afrique subsaharienne, nous avons tous un dénominateur commun, c'est la France. La plupart des pays qui sont dans les 2 zones francs ont pour dénominateur commun la France. Or, si vous regardez le cas de la France n'a jamais emprunté un centime pour se développer. Jamais la France n'a emprunté de l'argent pour se développer. La France s'est développée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par le plan Marshall. On se demande même si ça a été remboursé, parce que c'était les Américains qui ont donné une facilité. Mais en dehors de ça, la France avait son circuit du trésor. Et le circuit du trésor, c'était un circuit qui permettait à la Banque centrale, à hauteur des projets que la France met en place, de faire de la création monétaire. Ça, ce n'était pas une planche à billets. C'était une création monétaire saine parce que l'État français mettait en place des projets, expliquait le besoin de financement, la Banque centrale créait la monnaie et on créait une activité qui pouvait rembourser à la Banque centrale la monnaie qui a été créée. Donc c'est comme ça, ce circuit du trésor-là, qui est un circuit qu'on pourrait développer un jour parce qu'il est très intéressant, ce circuit a développé la France. Et donc vous ne trouverez pas dans ce monde-là un pays qui s'est développé par la dette. Mais le problème de l'Afrique, c'est que quand en 1971 tout a changé, on ne nous a pas créé un environnement financier qui nous permette de nous développer. On nous l'a refusé. On nous a imposé la dette comme on l'a imposé à la France, à l'Allemagne, etc. On a imposé à tous les pays, si vous avez besoin d'argent, vous allez sur les marchés financiers. Mais nous n'étions pas encore prêts à aller sur des marchés financiers. Et ces marchés financiers ont été, mais vraiment, on les a sortis de la réalité pour laquelle on en avait besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez tout ce qu'on fait dans les produits dérivés, vous prenez un exemple très simple, le blé que les gens de Douala doivent manger le mois prochain, s'ils l'achètent ce mois, c'est que ce blé-là a été échangé entre 90 traders des marchés financiers avant que le prix final soit payé par Douala. Vous voyez bien, soit payé par le Cameroun. Donc vous voyez, toutes les transactions qui existent, des gens qui gagnent de l'argent dans un système, on peut même dire de l'argent qui n'existe pas. Et ces problématiques de gagner de l'argent dans un environnement qui n'existe pas, on les a vécues début 71, on les a vécues avec la crise de 2008. Parce que la crise de 2008, jusqu'à présent, elle n'est pas terminée. Mais on l'a connue aussi en 2020, avec les crises qui sont arrivées en 2020. Et entre 2008 et 2020, ceux qui se sont considérés comme développés ont fait de la création monétaire massive. Et cette création monétaire a été appelée le quantitative easing. Et nous n'avons pas eu droit à ça, ce qui est anormal. Eux, ils ont eu la capacité, de par leur banque centrale,
de racheter les titres qui est arrivé à échéance pour les États. Nous, nos banques centrales l'ont fait dans une limite très simple, mais la façon dont il fallait le faire pour nous développer, on ne l'a pas fait. Et c'est ça qui pose problème. C'est là où les experts africains doivent proposer des solutions pour que, vu le quantitative easing qui se fait en Europe, qu'on ait, nous, le droit de monter des systèmes financiers qui ne sont pas loin. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réfléchi même pour proposer une solution dans ce sens, qui est une solution que j'ai proposée depuis 2017, qui fait l'objet toujours d'aller-retour. Je suis encore toujours interrogé sur cette solution. On pourra en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure parce que sur le continent africain, il y a une prise de conscience véritable de la dangerosité des marchés financiers internationaux. Le président Paul Biya du Cameroun, il y a moins de 2 semaines maintenant, devant un certain nombre d'investisseurs potentiels du continent africain, lors du US Africa Summit, est d'ailleurs revenu sur la question en disant que malheureusement, l'Afrique ne pouvait pas, de son point de vue, se développer dans le contexte, dans le système financier actuel, précisant au passage que des sommes d'argent qui étaient prêtées au continent africain, très peu d'ailleurs se déplaçaient vers le continent africain et qu'on était exclusivement dans un système spéculatif, finalement, où on vous prête de l'argent, on ne vous envoie pas cet argent et à la fin, les intérêts quand même, vous devez les envoyer de votre commerce extérieur et de vos avoirs extérieurs. Et ils trouvaient cela injuste et appelaient le continent à se mobiliser pour avoir des marchés financiers locaux propres au continent qui permettent qu'ils soient des leviers de capitaux. Alors, ça montre effectivement que la question est à l'ordre du jour. Mais cette question est vraiment à l'ordre du jour parce que on a sommé les pays de la zone franc à avoir des devises pour survivre. C'est ça le danger. De ce que vous venez d'expliquer par rapport au président Paul Biya, M. Biya a délimité, a dénoncé le fait qu'on a sommé des pays d'une zone monétaire à disposer de devises pour vivre. Et c'est ça c'est déjà anormal. On ne peut pas sommer les gens à disposer de devises. Et quand bien même des devises, mais pourquoi on a besoin de devises? C'est-à-dire, on doit se poser la question de savoir, mais en fait, pourquoi on a besoin de devises? Et c'est quand on se pose cette question qu'on prend un peu de recul et qu'on réfléchit à ce que fait la France, la Banque mondiale et le FMI. Parce qu'en fait, les gens pensent qu'on est un peu serré que par la France. Mais on a un problème avec une troïka. Le problème, c'est qu'on a la France, on a le FMI, on a la Banque mondiale. Et ce sont ces trois-là qui, dans leur façon de nous regarder, dans leur façon de travailler avec nous, posent beaucoup de problèmes. Je prends un exemple. J'y reviendrai tout à l'heure. Le FMI et la Banque mondiale, si vous les regardez, ce sont nos financiers. Il fut un temps, quand on développait la France, c'était la Banque de France qui était la banque de la France. Mais nous, l'Afrique, nos banques centrales ne sont pas nos banques. C'est le FMI et la Banque mondiale qui sont nos banques. C'est cette anomalie qu'il faut chercher à résoudre. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on a besoin d'argent, on ne doit pas aller demander ou se mettre en face du FMI et de la Banque mondiale. Si on a besoin d'argent, on doit se mettre en face de nos banques centrales. Et c'est cette question-là que M. Biya a soulevée et que moi, techniquement, dans la pensée financière, j'essaie maintenant de modéliser. Et c'est à cette question que je réponds en proposant une solution, en créant des CFA obligations qui permettent à nos États de se développer. Toujours en restant dans le marché financier international et ses conséquences néfastes sur le continent africain, on va voir la flambée des prix actuels, qui est une autre conséquence de l'hyperliquidité du marché mondial due à des créations monétaires, voilà, sur la base de rien. Beaucoup d'argent créé et puis par la suite donc injecté, notamment dans des opérations vers le continent africain et qui donne l'impression même d'ailleurs à beaucoup de gens dans le monde qu'ils ont de la liquidité et donc du coup ça crée de l'inflation et l'Afrique en est victime aujourd'hui. Mais vous avez parfaitement raison et je pense que sur les 4-5 derniers articles que j'ai publiés et des articles qui ont fait aussi que vous m'avez invité, sur ces articles-là, je traite le problème. En fait, quand vous regardez ce qui se passe dans les marchés financiers aujourd'hui, vous vous dites que le dollar et l'euro n'ont plus de valeur. Il n'y a plus de valeur au niveau du dollar et de l'euro. Je peux vous garantir que le franc CFA, si on se réfère sur le plan financier pur, a plus de valeur que le dollar et l'or. Excusez-moi, que le dollar et l'euro. Pourquoi? Parce que entre 2008 et 2020, et même 2022,
les émissions de titres, enfin les rachats de titres financiers que les banques centrales occidentales ont fait ont dépassé des limites. On en est arrivé à un point où M. Jérôme Powell, qui dirige la banque centrale la plus importante du monde, la Fed, nous a dit il y a 4 mois qu'il ne regardait plus l'inflation, mais qu'il s'occupait du chômage aux États-Unis. Vous voyez bien? C'est-à-dire que depuis 1971, le socle de mandat des banques centrales, c'est la lutte contre l'inflation. Faire en sorte que l'inflation ne dépasse pas 2%. On arrive en 2022, ils ont tous des inflations qui dépassent 10-15%. Ils luttaient contre l'inflation, mais l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'en luttant contre l'inflation, ils ont, en 2008, fait disparaître ce qu'on appelle la croissance. Ils n'avaient plus de croissance. Ils n'avaient plus de croissance. Ils continuaient à racheter des titres, à injecter de la liquidité pour ramener cette croissance. Pendant 10 ans, la croissance n'est pas venue. Et pendant ce temps même, l'inflation avait disparu. Était de zéro. Ils ne savaient plus quoi faire. Donc, les équations qu'ils mettaient en place en termes de politique monétaire, ce sont ces équations-là qui se sont avérées fausses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? L'inflation ayant disparu, ils n'ont pas la capacité de faire venir la croissance. Ils ont acheté l'inflation. Ils ont acheté, ils ont continué l'injection de liquidité pour faire revenir la croissance. Et cette accélération-là a fait que la croissance, l'inflation les a dépassés. Ils l'attendaient autour de 2%, 3%. L'inflation a atteint 10, 15 dans certains pays. Et là, toutes les politiques monétaires qu'on faisait dans le monde se sont avérées par terre. Pas de sens, etc. Et maintenant, du côté africain, où nous, on n'a pas eu des taux zéro, on n'a pas eu des taux négatifs pendant les 10 ans, on a eu des taux concrets, on a été dans un marché financier concret, parce que le marché financier africain, il est concret. Aujourd'hui, si vous levez des obligations ici, vous avez 4, 5, 6%. Il n'y en a plus en Occident. Vous le faites en Afrique de l'Ouest, vous avez 6%, 7%. Il n'y en a pas en Occident. Donc nous sommes, nous, dans des marchés concrets. Et donc, du coup, du fait même qu'on nous a adossé au fait de devoir disposer de devises, l'inflation de l'Occident est venue s'implanter chez nous et est devenue même de l'inflammation. Nous, on n'a pas d'inflation, nous, on a de l'inflammation. Je vous donne un exemple concret. Vous prenez un yaourt qui se vend à Paris, le pot de 8 à 3 € maximum. C'est-à-dire, il faut aller même au franc prix pour l'acheter 3 €. Si vous allez au Carrefour, vous l'achetez 2,40 €. Vous entrez ici dans un supermarché de Douala, on vous le vend à 12 000 francs CFA. C'est-à-dire près de 18 €. Est-ce que vous voyez? Ici, il n'y a pas d'inflation, c'est de l'inflammation. Et il faut qu'on prenne le temps de réfléchir pour sortir de tout ça. Les marchés financiers internationaux n'ont plus de sens. Les banquiers centraux ont accepté que de toutes les politiques monétaires qu'ils ont faites entre 2008 et maintenant, ça n'a aucun sens. Jérôme Powell nous a montré que, en fait, ils doivent tous retourner à l'école. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu ne cibles plus l'inflation, mais tu cibles le chômage, c'est comme si tu avais une équation paramétrique où l'inflation pouvait être la variable et que le chômage est un paramètre. Tu te réveilles un bon matin, tu dis non. La variable devient paramètre et le paramètre devient variable. Ça, mathématiquement, c'est inconcevable. Erreur monumentale. Alors, Monsieur Cissé, on se serait attendu à ce qu'il y ait eu une autre grande rencontre mondiale avec, pourquoi pas, près d'un millier de délégués, comme ce fut le cas en 1944, quand les premiers accords financiers mondiaux ont été signés. Rappelez que quand le président américain, quand le président Nixon a décidé d'introduire cette mesure pernicieuse qui définitivement est venue transformer les marchés financiers mondiaux. Il n'y a pas eu de rencontre mondiale des représentants de nos États pour ne serait-ce que pencher sur les conséquences, et c'est peut-être ce qui pourrait aujourd'hui expliquer le fait de la volatilité actuelle. Alors, ma question est, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une prise de conscience globale, parce que l'inflation aujourd'hui, elle est globale, et c'est l'une des conséquences, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une prise de conscience globale de l'urgence de se rasseoir comme en 1944 pour pouvoir repenser une nouvelle politique financière mondiale où l'Afrique pourrait peut-être profiter pour poser clairement ses problèmes et négocier afin de ne pas se retrouver dans un système qui ne serve pas ses intérêts? Je vous dis que
sur les 10 derniers articles que j'ai écrits, il n'y en a pas un seul dans lequel où j'ai demandé à ce que le FMI et la Banque mondiale reviennent dans leur mandat en construisant un nouveau référentiel monétaire mondial. Ce que vous demandez, cette rencontre, ces assises, c'est la construction d'un nouveau référentiel monétaire mondial. Tant qu'on ne l'aura pas fait, on sera dans un désordre monétaire international et l'Afrique va en pâtir. Maintenant, pour éviter que l'Afrique en pâtisse, il y a peut-être nos relations avec le FMI, la Banque mondiale et nos relations avec la France qui nous empêchent de faire certaines choses. Mais on peut lever cette contrainte-là par rapport à la solution que je propose, dont nous allons parler tout à l'heure. Comment est-ce que l'Afrique peut faire aujourd'hui pour s'affranchir de cette servitude volontaire des marchés financiers internationaux? C'est tout un honneur pour moi de répondre à cette question, parce que je pense que toutes les écritures que j'ai faites ces derniers temps, c'était pour attirer l'attention des Africains sur ces solutions que vous attendez. Vous savez, en 2010, je cherchais pourquoi un pays comme la France était endetté. Je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il qu'on parle de l'endettement d'un pays comme la France? Et je me suis retrouvé dans la compréhension et dans l'esprit de tout ce qui est marché financier et politique monétaire des banques centrales. C'est le fondement de tout. C'est le fondement de tout. Et comme vous l'avez aussi cité, le président Biya l'a encore martelé, cette inégalité qui est croissante. Mais regardez, entre 2008 et 2022, tout ce dont les pays occidentaux ont bénéficié et que nous, on ne bénéficie pas. On ne peut pas nous dire que c'est sur la base qu'eux, ils sont riches. Non. Un autre chef d'État africain, c'est le président Macky Sall, l'a dit, par exemple, concernant les droits de tirage spéciaux pour faire face à la Covid-19. C'est ça. Alors, l'Afrique s'est retrouvée avec 10 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, de DDS, quand les banques centrales des autres continents tiraient des volumes assez impressionnants. Et donc, il a trouvé cela comme étant une injustice. Injustice. Et il a parfaitement raison. Et c'est cette injustice que je cherche à corriger. Voilà pourquoi j'ai fait une proposition. Je me suis dit, en fait, quel est le problème de l'Afrique? Quel est notre vrai problème? Notre vrai problème, c'est que nous n'arrivons pas à financer nos projets. Si vous prenez l'Afrique dans sa globalité, l'Afrique subsaharienne, surtout la zone franc, nous n'arrivons pas à financer nos projets. Quels sont nos projets? C'est que nous n'avons pas de structure. Qu'est-ce que j'entends par nous n'avons pas de structure? C'est que nous n'avons pas d'infrastructure. On n'a pas bâti de structure. Maintenant, pour bâtir ces structures, il faut un financement. Pour ce financement, depuis que le FMI et la Banque mondiale existent, et que la France se met en tutelle chez nous, les trois nous demandent d'aller emprunter sur les marchés. Et moi, j'ai compris que par ce moyen, on ne pourra jamais avancer. Voilà pourquoi je propose une solution intelligente. Quelle est la solution? En fait, les Occidentaux ont fait du quantitative easing et ont reconnu que pour eux, ce n'était pas de la planche à billets. C'est eux-mêmes qui disent que ce n'est pas une planche à billets. Parce qu'ils rachètent les titres des États. Je dis, bon, c'est très bien. Si vous le concevez comme ça, nous aussi Africains, nous allons le concevoir comme ça. C'est que ce n'est pas la planche à billets. Et je réfléchis et je me dis, nous allons nous créer des titres financiers à travers soit UMOA titres qui existent en Afrique de l'Ouest, qu'on peut aussi créer ici, soit créer une entité que je vais appeler la Société de financement des économies d'Afrique subsaharienne. Une société qui finance les économies d'Afrique subsaharienne. Mais cette société va être une intermédiation entre la Banque centrale, l'ensemble de la structure bancaire et les États. Comment cette intermédiation va se faire? Cette société va émettre des titres. Mais on rachète des titres à la France. La Banque centrale européenne rachète les titres de la France. Nous, on va faire le contraire. La société va émettre des titres, mais les titres seront émis en CFA, qu'on va appeler des CFA obligations. Chaque pays de la zone va dire quels sont ses besoins. J'ai besoin de temps pour fabriquer tant de routes, j'ai besoin de temps pour fabriquer 2 aéroports. Chaque pays émet progressivement ses besoins. En fonction de ces émissions, au lieu qu'on soumette ça au marché financier, on va le soumettre à la Société de financement des économies d'Afrique subsaharienne, qui sont en CFA. Et quand c'est fait,
c'est la banque centrale qui va faire la création monétaire associée. Et personne ne peut nous dire que c'est de la création monétaire planche à billets. Non, parce que c'est le contraire que la France fait et les États-Unis. Et eux, ils ont dit que ce n'est pas une planche. Donc, ils ne peuvent pas nous le refuser. Donc, c'est la banque centrale qui va, lui, racheter ses titres. Comme la BCE rachète les titres de la France, comme la Fed rachète les titres des États-Unis, notre banque centrale va racheter les titres tout de suite émis sur le marché. On ne va pas donner tout de suite, la banque centrale les rachète. Et donc, crée la monnaie nécessaire. Mais cette monnaie va être distribuée au système bancaire, toutes les banques commerciales, et qui vont, en fonction des projets émis par les États, travailler avec la société de financement pour que ces projets soient réalisés. Maintenant, quand tu crées cet environnement qu'on appelle une flexibilité monétaire, il faut l'accompagner. Pourquoi? Parce que ces titres qui sont émis, c'est de l'argent d'endettement des pays envers la Banque centrale. Envers la Banque centrale. Et je précise bien, hein, on s'endette envers la Banque centrale. Donc les États doivent être en capacité de créer des projets qui créent de la valeur, et cette valeur permet de rembourser cet argent à la Banque centrale. Et donc je crée un environnement assurantiel dans ce système où je crée une assurance que je vais appeler temporaire défaut, qui permet de soutenir tous les pays qui peuvent être en défaut de remboursement de leurs titres. Et on mutualise ces problématiques de défaut et on crée exactement ce qu'on appelle un environnement financier sain. Pourquoi? Pourquoi je l'appelle assurance? Parce que quand vous prenez un marché financier, à part les actions, les obligations, donc les titres réels, physiques qu'on y trouve, tous les autres titres que vous trouvez qu'on appelle des produits dérivés, en fait, ce n'est pas des produits financiers. Parce qu'il se pose entre autres le problème du sous-jacent, voilà, créé sur la base des assurances. De rien, pratiquement. C'est des assurances. Oui. On a souscrit une assurance contre ceci et cela. Nous, on ne va pas faire comme eux dans les marchés financiers, on ne va pas faire des titrisations. Parce qu'on a vu les titrisations, ce que ça donnait en 2008. On ne va pas faire ça. Nous, on va créer la compagnie d'assurance africaine qui va s'occuper du défaut. Et on va se débrouiller aussi que dans la même zone monétaire, tous les pays empruntent au même taux. D'accord? Et donc, on aura créé un environnement tellement sain, on aura financé tous nos projets et on n'aura aucun problème. Ce mécanisme, je l'ai détaillé dans un article que j'ai fait en décembre 2017. Décembre 2017. Tenez-vous bien, en 2022, le forum initiative du Sénégal, un grand forum dirigé par mes frères comme Pape Amar, qui sont très dynamiques, ont organisé un colloque autour de ce thème et interroger des économistes pour qu'ils donnent une critique par rapport au modèle que j'ai créé. En fait, j'ai créé un modèle monétaire, c'est-à-dire c'est un modèle de financement, mais moi je l'appelle un modèle monétaire parce que c'est un modèle qui est basé sur la politique monétaire pour faire le financement. Et donc les économistes qui étaient venus pour critiquer, en tout cas aujourd'hui, je n'enlève pas une virgule de la proposition parce que toutes les critiques que j'ai entendues, j'ai su les démonter. Parce qu'en fait, globalement, ils n'ont pas compris l'esprit assurance que j'apporte dans le modèle. Et c'est ce qui ont cherché à penser que ce n'était pas viable parce que c'est des gens qui ont un esprit vraiment financement bancaire. Ils n'ont pas un esprit financement monétaire. Et c'est le seul problème qu'on a rencontré, mais je n'enlève pas une virgule. Et d'ailleurs, c'est une conséquence liée à l'environnement financier, même dans lequel on a évolué, parce que nos banques centrales n'ont jamais eu pour vocation d'être, d'émettre monnaie, ou alors de faire une véritable, au-delà de la régulation, de penser création monétaire. Jusqu'ici, ça n'existe pas. Et donc, on pourrait peut-être voir, comme cela pourrait expliquer pourquoi nos experts sont très limités à chaque fois qu'on évoque la question de la création monétaire. Exactement, parce qu'on nous a fait avoir peur de la création monétaire. Mais une création monétaire, quand elle est saine et qu'elle est faite pour créer de la valeur, cette valeur va créer encore un moyen de rembourser la création monétaire qui est faite, mais il n'y a aucun problème. Et donc, les Africains doivent commencer tout de suite à prendre vraiment leur avenir en main et à comprendre que personne ne viendra nous développer, personne ne nous apportera une solution. C'est pour ça que je me bats à créer des solutions, à proposer des solutions.
On a le président Obiangema Mbazogo de la Guinée équatoriale qui, dans un entretien d'ailleurs accordé à la télévision panafricaine, a tenu à féliciter l'évolution du marché financier de l'Afrique centrale qui est en train de se structurer et qui connaît un engouement qui finance déjà beaucoup les États. D'ailleurs, l'État du Gabon qui bientôt va coter des obligations, un emprunt obligataire de 175 milliards de francs CFA qui a été bouclé en 10 jours seulement. Alors, on voit très clairement qu'il y a donc une prise de conscience sur le continent. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque en termes de démarche pour que l'on puisse intégrer dans ces marchés financiers qui existent déjà, voilà, cette approche que vous préconisez afin que nous puissions effectivement avoir un marché des capitaux, ou alors des marchés des capitaux sur le continent africain qui viennent nous écarter un peu, voilà, de cette toxicité de la finance internationale. Alors, ce qui manque réellement par rapport à votre demande, c'est la prise de conscience des Africains à la recherche des solutions par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut que nous, Africains, qu'on comprenne que quand on a un problème, il faut qu'on trouve la solution nous-mêmes. Je prends un exemple très simple. On peut se battre contre la France, on peut crier derrière la France, on peut dire la France, la France, la France. C'est vrai, on a beaucoup de problèmes avec la France, mais étatique. On n'a pas de problème avec les Français. Dans nos relations avec la France, il y a des choses qu'il faut changer. On n'a aucun problème avec les Français. Mais en fin 2007, début 2008, toutes les banques françaises étaient en faillite. Toutes les banques françaises étaient en faillite. Et je peux même dire, toutes les banques européennes étaient en faillite. On peut même dire que toutes les banques occidentales étaient en faillite. Et laisser des banques tomber, aucun État ne le fait. Parce que si tu laisses le système bancaire tomber, c'est le système économique qui tombe. On l'a vu d'ailleurs avec Barack Obama quand il y a eu la crise des subprimes, l'État américain qui s'est levé pour soutenir un ensemble, enfin des banques qui étaient sur le point de tomber. Oui. Exactement. Et donc, qu'est-ce que la France a fait? La France a créé la société de financement de l'économie française. La France a créé une entité née comme ça. Il y avait les 4 grandes banques françaises, BNP, Société Générale, etc., qui avaient donné 3 milliards aux fonds propres de cette société. L'État a sorti un montant et on avait des fonds propres qui tournaient autour de 17-18 milliards. On a créé la société de financement de l'économie française. Et que fait cette société? On l'a créée, mais vraiment entre deux nuits. Cette société, qu'est-ce qu'elle fait? On lui donne la puissance publique de l'État. C'est-à-dire que l'État français garantit que si les gens du marché prêtent de l'argent à cette société, lui-même, l'État français même, porte la garantie. Donc, on donne à la société créée une puissance publique. C'est une société de droit privé, mais avec une puissance publique. Cette société a levé de l'argent, près de 60 à 70 milliards d'euros sur les marchés. Mais au même taux que l'État français. Et en ce temps, dans cette période-là, les taux étaient très bas. C'était du 0, 0,5, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette société a levé cet argent-là et l'a mis dans les fonds propres de toutes les banques. Toutes les banques françaises ont reçu de l'argent en fonds propres, des fois sous forme de crédit, et à un moment donné, 3-4 ans après, le marché s'est un peu desserré, ils ont tous remboursé. Vous voyez bien? Donc, quand la France a un problème, la France ne va pas chercher à gauche, à droite. Elle règle son problème. Un problème, c'est quoi? C'est un passif. Tout problème que vous avez, c'est un passif. Si vous avez un passif, il faut chercher un actif. Et donc, vous voyez, en 2 nuits, un passif qui tournait autour de 70 milliards dans les banques, la France a créé un actif de toutes pièces et a renfloué ça. Mais c'est cette façon de faire qu'il faudrait qu'ici, nos chefs d'État prennent conscience et comprennent que des enfants d'Afrique ont la maîtrise des mécanismes financiers de ce genre. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque la dette a posé problème ici au temps du Covid et qu'on a mandaté M. Tidjane Thiam avec d'autres Africains très instruits, qui connaissent bien les marchés financiers, etc., pour aller s'occuper de la dette. C'est là où j'ai un problème avec eux. Ces gens, à leur place, je ne serais pas allé voir comment rembourser la dette. Non. J'aurais créé une forme de société comme ça et on règle le problème. Maintenant, vous allez me dire que la France, les États-Unis ne nous laisseront pas nous créer notre... Ça, c'est absurde.
Si M. Paul Biya se lève pour dire qu'il faut qu'on trouve des solutions, Macky Sall le dit, moi je propose des solutions. Qu'on vienne, qu'on se mette autour de la table, que ceux qui se considèrent experts en la matière, en termes de politique monétaire, en termes de compréhension de comment marchent les marchés financiers, ils n'ont qu'à venir, on se regroupe quelque part, j'avais fait un appel comme ça à Abidjan, hein, qu'on se regroupe quelque part et qu'on discute et qu'on soit concret dans la proposition et qu'on aille voir les États pour discuter avec eux dans ce domaine. Donc c'est possible. On va bientôt sortir de cette première partie de l'entretien. Voilà, en vous demandant par exemple si vous pensiez vous adresser à des intellectuels africains ou alors à des experts africains en particulier qui pourraient vous rejoindre dans cette dynamique-là qui permettent ici de sortir l'Afrique, je le disais tout à l'heure, de cette servitude volontaire vis-à-vis des marchés financiers internationaux. Est-ce que vous ciblez des gens en particulier avec qui vous pourriez monter, peut-être pas devant les médias, ce think tank qui s'impose aujourd'hui pour finaliser cette infrastructure que vous avez déjà conçue et qui devrait permettre à l'Afrique de s'autonomiser financièrement? J'y ai beaucoup pensé et je vous ai parlé tout à l'heure du Forum Initiative Citoyenne du Sénégal. C'est un think tank, c'est un groupe qui a commencé vraiment à vouloir porter ce message que j'ai. Ils ont pris vraiment le modèle, ils en ont fait leur affaire. Ils ont organisé le colloque, ils ont pris les argumentaires de tous ceux qui étaient invités et ils cherchent à en faire un livre blanc qu'ils vont déposer chez Macky Sall. Donc je profite de cette antenne-là pour les remercier parce que quand même quand je peux faire un travail intellectuel, réfléchir sur quelque chose, mais l'important c'est qu'il y ait des gens qui prennent la réflexion, qui se posent là-dedans, qui réfléchissent et qui essaient de porter le projet vers l'avant. Indépendamment de cela, j'avais fait un appel en 2018 à Abidjan pour qu'on se regroupe pour discuter des questions du franc CFA. Vous voyez, ce que je propose, ça s'appelle des CFA obligations. On est toujours encore dans les problématiques. Cet appel a été entendu. J'ai eu quand même une quarantaine d'experts qui m'ont dit qu'ils étaient prêts. Bon, mais organiser un colloque comme ça est extrêmement difficile parce qu'il faut l'accord de tous les États. Et on est en train de travailler sur ces accords pour voir comment ça peut... En tout cas, je suis très confiant parce que les Africains, je les vois vraiment aujourd'hui comprendre que notre propre expertise pourra nous sortir de nos problèmes. Est-il possible de structurer les économies des pays utilisant le franc CFA avec cette monnaie que beaucoup d'Africains considèrent aujourd'hui comme étant une monnaie appartenant à la France? Elle d'ailleurs, qui en a défini la première parité alors qu'elle signait elle-même les accords du Fonds monétaire international le 28 décembre 1945. Et depuis lors, la France garde un contrôle sur cette monnaie. Par exemple, les États de la zone CFA sont tenus aujourd'hui, d'Afrique centrale spécifiquement, sont tenus de garder 50% de leurs avoirs extérieurs dans les comptes du Trésor public français, pendant que ces États s'endettent à des taux parfois de 6, 7, voire 10% sur différents marchés financiers internationaux. Quand on va encore un peu plus loin, on constate que la France n'a jamais pratiquement appliqué le mécanisme de garantie d'ailleurs qui est à la base des accords monétaires avec ces États-là. Elle, à chaque fois, poussant ces États à utiliser leurs propres avoirs extérieurs pour garantir cette monnaie, pendant qu'elle se retrouve justement à se concentrer beaucoup plus sur d'autres aspects de la monnaie qui l'intéressent particulièrement. Nous restons avec notre invité dans le cadre de cette édition pour qui il est possible de continuer justement, de pouvoir structurer les économies de la sous-région sans toutefois sortir de cette zone monétaire. Abdou Cissé, je vous retrouve dans cette deuxième partie de nos échanges avec un sujet assez inédit, la France, voilà, qui, selon d'ailleurs les productions, de nombreux articles que vous avez rédigés sur la question, aujourd'hui devrait même de l'argent plutôt aux États du continent africain qui en ce moment s'endettent pour pouvoir financer la structuration de leurs économies. Vous soutenez d'ailleurs cela par le fait que le mécanisme de garantie qui est une obligation contractuelle vis-à-vis de ces États-là n'a pratiquement pas été utilisé. D'ailleurs, les sénateurs français dans un rapport ont précisé en 2020 que cela faisait au moins 30 ans que la France n'avait pas activé ce mécanisme. Exactement. Vous savez, le franc CFA a fait beaucoup de bruit sur le continent, mais à un moment donné, il faudrait que nous, Africains, nous prenions le temps du temps, qu'on donne du temps au temps. Et c'est vrai, tout le monde en a parlé, on a peut-être permis au peuple de comprendre les mécanismes de ce franc, parce que c'est vrai que les gens maintenant comprennent exactement quel est le poids du CFA. Mais à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse et qu'on regarde quel est le vrai problème du CFA. Le problème du CFA, ce n'est pas les Africains.
problème du CFA, c'est que le CFA est entouré par des acteurs. Et ces acteurs ne veulent pas lâcher. C'est-à-dire que le franc CFA est empêtré entre une France qu'il a construite, qu'il a organisée, et qui peut-être ne veut pas lâcher la monnaie. Elle-même sait pourquoi. Quand vous prenez en dehors de la France, vous avez tous les acteurs économiques que le franc CFA arrange. Vous prenez les multinationales, etc., etc. Vous prenez les Africains qui nous-mêmes, qui utilisons cette monnaie. On ne fait qu'utiliser la monnaie, etc. Donc vous avez tout un tas d'acteurs autour. Et ces acteurs-là n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est ça qui est difficile, qui fait que sortir du franc CFA demain ou après-demain, ça devient compliqué. Mais nous avons besoin d'une souveraineté monétaire. Mais moi, j'ai pensé qu'on peut avoir la souveraineté monétaire en attendant de sortir du franc CFA. Parce qu'on le veuille ou non, s'il nous est possible de sortir du CFA et de créer notre monnaie, ça, on veut. La preuve, du côté de l'Afrique de l'Ouest, on s'est engagé avec le côté UMOA pour pouvoir créer notre monnaie. Ça tarde, ça pose des problèmes, etc. Mais je pense aussi qu'on peut arracher notre souveraineté monétaire sans pour autant sortir du CFA. Et pourquoi je le pense? Parce que pour moi, une monnaie, au-delà de toutes les définitions économico-financières qu'on peut avoir, une monnaie, c'est deux choses. C'est l'outil et le mode d'emploi. Donc le CFA en tant que tel, l'appeler CFA, l'appeler Kouri, l'appeler ECOWAS, tout ça, ECO, c'est l'outil, c'est un problème d'outil, c'est l'outil qu'on utilise. L'outil, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez le mettre où vous voulez. La réalité de sa gouvernance n'a jamais changé. Ça veut dire qu'on touche l'outil, mais on ne touche pas le mode d'emploi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on touche le mode d'emploi, la façon dont le CFA est utilisé. Tant qu'on n'aura pas touché la façon dont le CFA est utilisé, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Maintenant, toucher cette façon dont le CFA est utilisé, c'est nous mettre devant le FMI, la Banque mondiale et la France et discuter avec eux. Et leur donner des solutions tangibles. Et comment on va faire? On va commencer d'abord par discuter un tout peu, regarder un tout peu le problématique de la dette africaine. La dette africaine, une partie est libellée en CFA, mais une bonne partie n'est pas libellée en CFA. Donc, dans l'intérêt de créer une monnaie, il y a le fait de ne plus s'endetter sur d'autres monnaies. Si aujourd'hui l'éco était né en Afrique de l'Ouest, c'est terminé. On ne va plus s'endetter en euros, ni en dollars. On va s'endetter en éco. Le vrai problème du CFA, un des problèmes du CFA, c'est qu'on ne peut pas s'endetter. Il nous est difficile de nous endetter qu'en CFA. Vous voyez? Quand on a besoin de financement international, on est obligé de se financer avec d'autres monnaies. Alors, ça fait réfléchir sur le problématique de la dette, et je l'ai toujours dit dans tous mes articles, c'est que quand vous prenez la dévaluation de 1994, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avions un accord de coopération avec la France, dans lequel la France s'était engagée à ce que chaque fois que nous aurions manqué de devises, elle nous les prête. L'accord dit que si vous, pays de l'Afrique, zone franc, vous avez besoin de devises, on vous prête. Mais c'est un prêt. Quand vous avez de l'argent, vous nous remboursez et vous payez les intérêts. C'était conçu comme ça. On arrive en 93, la France a arrêté la convertibilité, l'a suspendue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on allait utiliser le CFA autre part, ces CFA-là, si ça parvenait à la France donnait les devises nécessaires. Cette convertibilité-là, en 93, fin 93, la France l'a arrêtée. Pour les raisons, j'ai écrit un article là-dessus. L'article s'appelle « Scanner de l'accord de coopération et IRM de la garantie » que j'avais fait en 2020, qui explique toutes les raisons pour lesquelles la France avait arrêté la convertibilité. Mais elle l'arrête, et donc nous avions besoin de devises, elle ne nous a pas donné. Donc elle a violé un contrat. Seulement le contrat, tant qu'on le regarde comme étant un contrat de partenariat, un contrat financier, on ne perçoit pas son sens. Mais quand on fait l'étude réelle du comportement de la France dans cette garantie, la France se positionne comme un assureur. Un assureur ne peut pas vous dire que je vous garantis ceci si cet événement-là se réalise. L'événement se réalise, il vous dit mais non, mais mon gars, je ne vais pas vous payer. Non, il est obligé de vous payer.
n'est-ce pas? Mais la France s'est engagée à ce que quand on n'a pas de devise, elle nous donne. On n'en a pas eu, elle devrait nous donner. Donc, elle a rompu son accord, donc elle n'a pas respecté son engagement. L'événement pour lequel l'engagement était tenu s'est réalisé, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu de devise à un instant, et elle n'a pas donné de devise. Ayant fait ça, elle a dévalué le franc CFA. Donc, elle a dit, comme vous n'avez pas de devise et que vous avez des problèmes, maintenant on va vous dévaluer. Et Abdou Diouf, le président Abdou Diouf l'a même dit dans ses mémoires, il a dit qu'en tant que président de la République, il ne pouvait pas reculer parce que c'était la dévaluation où on arrêtait l'aide publique au développement et on arrêtait de leur donner des prêts du FMI. Donc la dévaluation, il ne faut pas regarder ça en termes de France. Il y a la France, le FMI et la Banque mondiale qui se sont... C'est la liaison des trois qui a fait qu'on a dévalué. Mais si c'était que la France, peut-être, regardez là, c'est dernièrement quand vos chefs d'État de l'Afrique centrale... Alors cette fois-là, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est parce que là... Peut-être rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs, on avait eu un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, avec une visite de Michel Sapin et Christine Lagarde qui arrivaient au même moment pour dire, avec Michel Sapin qui disait aux chefs d'État, il faut renflouer rapidement, ou alors c'est la dévaluation. Prenez au Fonds monétaire international, en d'autres termes, prenez chez Christine Lagarde et remettez immédiatement dans le compte. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et on a eu des États qui sont basculé, qui sont passés dans des programmes d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et qui ont eu des droits de tirage avec le FMI qui ont fait que... Mais finalement, ça rappelle ce qui, à la fin aussi, devient une dynamique cyclique, c'est-à-dire on s'endette, on consomme en devises, on paye les intérêts sur les dettes avec et puis on revient au point initial. Exactement ça. Et vraiment, c'est un problème, ça devient un problème récurrent. Récurrent. Et la France... avec le FMI et la Banque mondiale, donc, ont décidé de la dévaluation. Mais en fait, moi, je veux en revenir à l'esprit actif-passif de ce que c'est qu'une dévaluation. Parce que la dévaluation, nous l'avons vécu juste sur le plan littéral. On nous a dit que le franc CFA a été dévalué de 50%. D'accord? Donc, avant, si vous aviez 100, ça devient 50. Mais revenons à l'esprit actif-passif de la dévaluation. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? Le fait d'avoir dévalué dans le compte d'opération de la monnaie CFA, donc dans le compte d'opération de la monnaie CFA, qu'est-ce que la France a fait? La France a baissé le passif. Parce que quand un franc français faisait 100 francs CFA et qu'on passe de 100 francs CFA à 50 francs CFA, ou vice-versa, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'on appelle baisser un passif. Or, la France ayant l'engagement de donner les devises, elle devait les donner, elle ne les a pas données. Quand elle baisse le passif, l'actif net associé au compte d'opération est un actif qui va être positif. C'est-à-dire que l'actif du bilan d'opération va être supérieur au passif. Parce que le passif a été diminué de 50%. Donc, derrière ça, si vous revenez dans l'esprit de l'assurance, la France nous a fait payer, nous, le sinistre que nous avions eu en 1993. Le fait qu'on n'a pas de devise et qu'elle devait nous donner des devises parce qu'elle l'a garanti, c'est un sinistre. Ce sinistre-là, elle nous a demandé nous-mêmes de payer ça par la dévaluation. Donc, elle nous a tordu le bras. Si on reste dans les problématiques d'assurance et quand on a un esprit assurance, parce que l'actuariat aussi, sa base, c'est l'assurance. Hein, parce que les actuaires sont consommés par les assureurs à 80%. Hein. Donc, c'est en assurance qu'on retrouve le plus d'actuariat. Parce que l'assurance, ce n'est rien d'autre que la gestion des risques. On passe dans notre temps à tarifer, à provisionner en assurance. Donc, voilà pourquoi l'assurance est fondamentale. Donc, la France s'est positionnée comme en assurance. Et donc, quand on revient dans l'esprit assurance, nous sommes les assurés. La France est notre assureur. Nous avons le droit de réclamer à la France ce sinistre de 93-là. Des années sont passées. Mais la France doit régler le sinistre. C'est-à-dire, elle doit nous payer le fait de ne pas avoir donné les devises en 93. Et on regarde, moi j'ai fait le calcul actuariel et je pourrais le diffuser un jour. On regarde... J'espérais que ce soit dans le cadre de cette émission, de savoir combien est-ce qu'elle devrait nous reverser par rapport à ce sinistre-là. Oui. En termes de chiffres, je vais y venir. Ce dont je suis sûr, c'est que ce que je trouve, comme quoi la France nous doit, quand on prend ce qu'elle devait nous donner
et les répercussions que cela a eu dans nos économies jusqu'en 2022, si on capitalise tout ça, on l'amène en 2022, le montant là est 3 fois supérieur au montant de la dette que nous avons aujourd'hui en Afrique. Quand vous prenez toutes les dettes des pays africains, vous prenez les dettes des pays africains de la zone franc. Quand vous prenez l'ensemble de leurs dettes, vous additionnez, vous mettez de côté, et vous prenez ce que la France nous doit, ça fait 3 fois ce que nous avons, nous, en dette. Maintenant, faudrait-il qu'on soit d'accord sur ce montant que j'ai calculé. Voilà pourquoi c'est une revue scientifique, j'en fais une revue scientifique, je le sortirai vraiment comme revue scientifique, et après la revue scientifique, on le diffusera pour essayer d'en discuter. Mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire que nous n'avons pas de dette. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, quand vous êtes en France, on vous donne, quand vous commencez à travailler aujourd'hui, on vous prête l'actualisation de 25 ans de vos revenus futurs. Vous achetez votre voiture, vous achetez votre maison et vous participez au produit intérieur brut. Dès que vous arrivez en France, dès que vous commencez à travailler, on peut vous payer, on peut prendre le tiers de votre salaire, on peut vous le prêter. On peut vous prêter pour que vous remboursiez le tiers de votre salaire. Mais on peut vous prêter ça sur 25 ans. Donc on vous prête l'actualisation de 25 ans de vos revenus futurs. Ça n'existe pas ici. Ici, il y a des prêts immobiliers, certes, etc. Mais en tout cas, cet esprit de nous prêter l'actualisation de 25 ans de nos revenus futurs, il faut que l'Afrique prenne cette disposition. Parce que nous sommes beaucoup plus riches que la France, nous sommes beaucoup plus riches que les pays développés. Notre sous-sol est riche. Il faut qu'on puisse avoir de l'argent en actualisant. Et le capital humain aussi, désormais. Mais il est là, le capital humain. On est sur une chaîne panafricaine, on n'a pas à être jaloux des autres. Oui. On a le capital humain. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a démontré sur tous les plans que dans n'importe quelle situation, nous avons des enfants d'Afrique qui sont capables de nous sortir de nos problèmes. Ça, et je m'en réjouis quand je viens en Afrique centrale, quand je vois les jeunes actuaires, comment ils se précipitent pour venir discuter avec moi, comment ils ont envie d'apprendre, etc. Mais je suis très heureux de ça. Et surtout, le Cameroun en est un pays déterminant, parce que sur le plan intellectuel, moi, quand je viens au Cameroun, je me retrouve, quoi. Je ne m'ennuie pas, parce que je suis toujours dans des débats intellectuels. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, tous ces problèmes-là peuvent être résolus. On a des solutions pour ça, et il suffit juste qu'on prenne la décision de les mettre en place. Et donc, nous n'avons pas de dette, nous avons des avoirs. Ces avoirs-là, il va falloir les matérialiser mathématiquement et financièrement, et après, on pourra en profiter pour résoudre nos problèmes. Mais franchement, j'invite les téléspectateurs à retourner sur l'article que j'avais fait en 2020, parce que c'est là-bas où j'ai bien expliqué globalement pourquoi on n'a pas de dette. Exactement. Nous allons mettre quelques liens de ces articles-là en commentaire pour ceux qui vont nous suivre sur les plateformes digitales. Alors, je voudrais maintenant, Abdou Cissé, que vous puissiez nous renseigner sur cette approche que vous avez développée, qui consiste à rester dans le franc CFA et financer tout de même les projets structurants de nos économies. Tout à l'heure, on parlait des infrastructures. Il n'y en a pas. Et sans infrastructures, ce sont des points, c'est des dizaines de points de croissance de perdus. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Et heureusement que vous me l'avez encore rappelé. C'est revenir encore sur le problème de structure de l'Afrique. Le premier problème de l'Afrique, c'est l'hygiène. Le deuxième problème, c'est la santé. Le troisième problème, c'est l'éducation. Le quatrième problème, c'est les infrastructures de base de développement. Sachant que tout ce que je viens de dénumérer sont des infrastructures aussi de base de développement. Mais quand on prend tout ce qui touche l'hygiène, la santé, on est dans la protection sociale. La protection sociale englobe tout ce qui est hygiène, tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui est vraiment protection de l'humain. Et on n'arrive pas à financer ces projets-là. Alors que nous avons une population active qui a la capacité de générer 30 000 francs tous les mois. Si vous prenez le Cameroun qui fait 25, 26, 27 millions d'habitants, vous avez 10 à 12 millions de population active. Et sur cette population active, chaque personne génère 30 000 francs par mois. Alors, quand tu as 10 millions de personnes qui génèrent 30 000 francs par mois, tu peux leur demander de cotiser 1000 francs. Tu peux. Quelqu'un qui a 30 000 francs, tu peux lui demander de cotiser 1000 francs. Donc, si tu prends 1000 francs par mois sur 10 millions de personnes, tu as 10 milliards par mois.
Tu as 10 milliards par mois. Ces 10 milliards, si tu les comptes à l'année, rien que sur les 10 premiers mois, regarde le nombre de milliards que tu as. 100 milliards. 120 milliards que tu englobes tous les ans. Si tu le gères dans un système assurantiel correct, jamais ce système d'assurance ne peut tomber en faillite. Et en demandant à chaque personne de la population active 1000 francs, on construit la protection sociale. Dans un an, celui qui est malade dans n'importe quel pays africain, on le soigne. Les structures hospitalières nécessaires, le matériel nécessaire, on l'achète. Donc on fait contribuer juste la population, on règle un problème de protection sociale. Vous voyez, ça c'est une solution. Il n'y a même pas besoin de courir à gauche à droite pour réfléchir. Maintenant, l'autre solution, j'en reviens à ce que je propose, le fait de partir des CFA obligations pour financer nos structures. Maintenant, pour faire passer pour ce message de CFA obligations, il y a quand même une réflexion dans laquelle nous devrions entrer pour appeler le FMI, la Banque mondiale à la France à la table, discuter avec eux. Pourquoi on doit les appeler? Parce que le FMI et la Banque mondiale sont nos banques de nos États, alors qu'en Occident, les États ont pour banque leur banque centrale. Nous, nous avons le FMI et la Banque mondiale comme banque. Mais prenons un entrepreneur africain qui a besoin de financer un de ses projets. Il va voir son banquier. Qu'est-ce que le banquier va lui dire? Montre-moi tes états financiers. Il va lui amener quoi? Son compte de résultats annuel et son bilan. Pour lui amener ça sur les 3 dernières années. Mais en tout cas, il amène compte de résultats, donc l'exercice de l'ensemble des flux de l'année, et le bilan. Quand tu lui apportes ça, le banquier regarde la santé financière de l'entreprise et se dit, bon, je peux financer ou je ne peux pas financer. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, regardons un État comme le Cameroun qui veut financer un projet. Mais comme le FMI et la Banque mondiale font toujours des rapports ici, la France aussi nous regarde très bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent très souvent notre compte de résultats annuel. C'est-à-dire qu'on regarde les flux qu'on génère tous les ans, les recettes qu'on récupère, les dépenses qu'on fait. S'il y a ajustement, s'il y a manque, on emprunte de l'argent, on introduit dans le budget, etc. Donc on regarde les transactions de l'année. Certes, ils peuvent regarder le bilan, mais le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le patrimoine des États. Le FMI et la Banque mondiale ne regardent pas le patrimoine, parce qu'à chaque fois, ils sont en train de dire, vous avez des problèmes de devises, vous ne pouvez pas partir, faites des demandes, faites des tirages spéciaux, ils disent ça. Mais ils ne regardent pas notre patrimoine, parce que presque je n'ai pas encore vu un État africain qui a valorisé son patrimoine. Or, valoriser le patrimoine d'un État, c'est un exercice. Il faut le faire, savoir qu'est-ce que vous avez. Parce que c'est dans le bilan qu'on doit voir le patrimoine d'une entreprise. Mais un État, si vous voulez le regarder en termes d'entreprise, vous ne pouvez pas regarder l'État du Cameroun comme étant une entreprise comme Michelin. Non. La meilleure façon de faire une projection d'un État, c'est de le regarder comme une compagnie d'assurance. Pourquoi? Parce qu'un État a des engagements. Et ces engagements sont dans la Constitution. J'ai pris le temps de regarder la Constitution du Sénégal. Articles 7, 8, 9, 12, 13, 17 et 18. Vous avez tous les engagements sociaux de l'État envers le peuple. Le peuple, l'État s'est engagé envers le peuple. Nous donner la protection sociale, c'est un engagement de l'État. Amener à l'école tout enfant, c'est un engagement de l'État. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ces engagements-là, c'est ça que le FMI et la Banque mondiale ne regardent pas. Donc, ils ne regardent pas ce qu'on appelle le hors-bilan des États. Parce que les engagements d'un État se retrouvent dans son hors-bilan. Ça ne se trouve pas dans son bilan. Et donc, le FMI et la Banque mondiale doivent changer la façon de regarder les États africains, aller regarder le hors-bilan et comprendre que quand on a des engagements de ce niveau, on doit trouver des moyens de financer les projets. Et trouver les moyens de financer les projets, c'est de créer ces moyens. Les créer, c'est partir de ces CFA obligations, les faire émettre par les États, sous le contrôle de la société financière, demander à la Banque centrale de les financer, mettre la couverture assurance, et maintenant, quand on va réaliser les projets, certes, on va avoir besoin de devises. Là, sur 100 francs, j'ai fait le calcul, sur 100 francs dépensés pour la réalisation, les 30 francs, on va les léguer à des devises parce qu'on aura besoin d'acheter du matériel qui va venir d'autre part.
on se débrouille pour que les 70% soient faits avec du matériel africain. Et on est tranquille. Voilà vraiment une réflexion. On peut en parler comme ça, mais la partie technique qui sous-tend ce projet-là, qui est derrière, mais en fait, dans les articles, j'ai pris une bonne partie de la technique, je l'ai énumérée, et j'ai expliqué exactement en quoi des projets comme ça sont viables. Le business model associé, je ne peux pas le publier parce que c'est un travail technique d'un moteur de calcul que j'ai fabriqué avec tous mes collègues de Cisco Consulting Solviseo, et nous sommes prêts un jour à les présenter. Par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le directeur national de la Banque centrale de Dakar a accepté qu'on passe lui présenter ce business model. Abou Sissi, on voit très clairement que des solutions sont là. En attendant, bien sûr, voilà, toutes les conclusions géopolitiques et géostratégiques qui devraient permettre la sortie définitive du franc CFA. Alors pour vous, il n'est pas question d'arrêter de faire du développement ou de la structuration de nos économies parce que, attendant la fin du franc CFA, on peut avancer et même très très vite en attendant et avoir une véritable souveraineté monétaire même dans ce franc CFA-là, en attendant le jour où symboliquement parlant on pourrait s'en débarrasser. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot sur la question? Est-ce que vous avez d'autres acteurs que vous souhaitez interpeller, peut-être des hommes des décideurs politiques? Des décideurs politiques. Alors, c'est vrai, les deux en même temps. Moi, j'inviterai les États à vraiment prendre encore beaucoup plus de recul par rapport aux besoins qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être dans un monde où une certaine catégorie de gens règlent leurs problèmes chaque fois qu'ils en ont, et une autre catégorie ne règle jamais leurs problèmes chaque fois qu'ils en ont. Je prends un exemple de cette ville de Douala, que j'adore cette ville. Et qui est très emboutée, ça il faut le dire. Oui. C'est la ville la plus dynamique économiquement, l'une des villes les plus dynamiques économiquement en Afrique, excusez-moi. Des plus dynamiques. L'activité économique ici est démesurée. Les gens se débrouillent, les gens travaillent. Mais prenez par exemple, vous entendez en France que la ville de Nantes est en train d'emprunter en passant par l'État français pour pouvoir faire un métro. Ces gens-là, ils ont déjà bâti toute leur structure et maintenant, des fois, ils cherchent de l'argent pour encore améliorer leur structure. Mais regardez combien il manque de structures à Douala. Combien de structures il manque? Rien que voir le maire acheter tout le boulevard d'Aqua comme ça, là, acheter tout et refaire tout correctement et mettre des gens dans des conditions beaucoup plus propices, les faire payer des loyers et faire rien que ça. Mais il faudrait que le maire puisse trouver de l'argent de la collectivité locale. Mais pour que ce maire puisse trouver de l'argent, il faut que ce maire puisse trouver une solution de financement. Et pour que ce maire puisse trouver, il faut qu'au niveau de l'État, on structure des solutions. Et c'est pourquoi on appelle les États à comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes pas en retard. Ceux qui nous ont considérés comme étant en retard, ils pensent qu'eux, ils sont en avance, mais ils sont en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un marché financier, des marchés financiers. Ils se sont échangés des produits dans ces marchés en considérant que ce sont des produits financiers. Or, ces produits sont des produits d'assurance. Maintenant, la réalité les rattrape. Parce que quand tu fais de l'assurance, tu as une autorité de contrôle qui te surveille. Quand tu donnes des garanties, l'autorité te demande de mettre des provisions. Dans un marché financier, tu donnes des garanties, tu ne provisionnes pas. 2008, les choses ont éclaté, il n'y avait pas de provision, tout le monde a... La crise des subprimes. Voilà, et là, 2020, 2021, 2022, même chose, des crises de liquidité. Donc, il faut que les États prennent conscience. Au-delà des États maintenant, j'invite les intellectuels africains aussi à rejoindre la plupart des think tanks sur lesquels nous sommes en train de travailler, à pousser la réflexion et surtout à se préparer quand on va faire l'appel général pour se retrouver dans un pays, que tout le monde vienne. Tout le monde vienne, tous les gens qui ont une valeur ajoutée sur les sujets d'économie, de finance, etc. En fait, les gens ont beaucoup pensé que les problèmes qu'on doit résoudre, c'est des problèmes d'économie. Non. Non, il y a deux choses. Il y a l'économie, mais il y a la structuration financière pour régler les problèmes. Moi, souvent, quand les économistes lisent l'article dans lequel je propose ces CFA obligations, ils se mettent tout de suite comme barrière, comme quoi on va faire de la création monétaire. Après, ils disent, ouais, mais où est-ce qu'on va placer la politique économique? En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, j'ai fait de la structuration financière, je propose des solutions. Mais quand on va mettre en place, je vais appeler les économistes. Parce que leur rôle, c'est de l'analyse économique. Le rôle de l'économiste, ce n'est pas de faire de la projection.
c'est le problème des économistes européens. Malheureusement. Mais c'est de faire de l'analyse. Et nous, on appelle à on a de grands économistes en Afrique. On les regroupe, on les met dans l'analyse. Donc le travail, ça va se faire en groupe. Merci, merci Abdou Cissé, merci d'avoir marqué cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Voilà, nos téléspectateurs ont eu le temps, voilà, de comprendre ces idées exceptionnelles que vous développez depuis de nombreuses années maintenant pour la finance sur le continent africain et pour la structuration des économies du continent. Je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté de nous recevoir ici au Crystal Palace Hotel. À moi de vous remercier de m'avoir invité, vraiment de m'avoir donné l'occasion encore de me mettre en face de l'ensemble de vos téléspectateurs. Et j'en profite aussi pour saluer le travail que vous faites, votre présence en Afrique, tout ce que vous faites pour le continent, et d'essayer de voir aussi comment faire ensemble pour que nos médias puissent aller de l'avant. Merci. Merci à vous. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Cet entretien économique est à présent terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle et heureuse année 2023 et on se retrouve très bientôt.